Et on commence l'enregistrement. Voilà, si vous en êtes tous d'accord, on enregistre cette session. Voilà. Voilà, vous m'avez coupé mon micro. Bonjour à tous, je suis très content d'être avec vous pendant un moment pour cette séance. Et donc, merci à Yves, Alexandra pour votre invitation. Effectivement, le ministre de la Santé m'a confié un rapport à faire sur l'avenir de la santé publique. C'était l'année dernière au mois de juin. Et leur idée, enfin l'idée qui était derrière était double. En fait, c'était répondre au rapport Pittet qui posait un certain nombre de questions. Et vous savez qu'il y a une réponse institutionnelle qui devait être faite sur le rapport Pittet, qui était un rapport indépendant international, donc un rapport qui devait être fait, et parallèlement d'engager une réflexion sur la santé publique. Alors, je vais essayer de partager mon écran en espérant que ça va marcher. Ça devrait être bon, vous allez me dire. Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, il faut le temps qu'il se mette. Oui, c'est bon, je pense que c'est bon. On te voit. On voit l'écran là. Ouais. Voilà, il faut qu'il se mette en plein écran, enfin en mode projection, mais c'est toujours un peu laborieux. Voilà. C'est bon? Vous le voyez suffisamment bien? D'accord. Donc, dans sa lettre, Olivier Véran, en fait, faisait un constat sur la santé publique et disait effectivement qu'il y avait une faible culture de la prévention, il y avait des lacunes en termes d'épidémiologie de terrain, une mauvaise coordination institutionnelle au niveau territorial, et donc il me demandait d'engager une refondation dans le cadre d'une réflexion globale et ambitieuse. Alors, quand on reçoit ce type de lettre, effectivement, on se demande comment on va s'y prendre. Et donc, pour répondre à cette demande, j'ai créé autour de moi un collège d'une dizaine de personnes qui m'a aidé durant cette période. Et on a auditionné beaucoup de gens et on a auditionné les élus aussi dans le cadre de cette mission. Parallèlement, il y avait un groupe miroir. J'ai composé un groupe miroir. C'est Linda Cambon qui l'a animé et qui, en fait, nous a critiqué sur la première version du rapport de façon voilà, à s'assurer qu'on ne travaillait pas trop en chambre et qu'on n'était pas complètement déconnecté du terrain. Alors, il me semble que pour avancer un tout petit peu, il faut qu'on partage une partie du diagnostic. Parce que moi, ce qui me frappe, quand même dans ce qu'on peut lire, dans les réactions des uns et des autres, c'est qu'on a l'impression que voilà, la crise s'éloigne et qu'on fait comme si voilà, on pouvait revenir à l'état d'avant. Le diagnostic qu'on a fait dans ce travail, c'est qu'en fait, la santé publique avait eu une faible lisibilité, c'était compliqué, personne ne comprenait rien. Et soit dit entre nous, les politiques, pour une part d'entre eux, avaient de la peine à comprendre les différentes agences, les hauts conseils, les hautes autorités, etc. Et donc, se disaient, mais qu'est-ce que c'est que ce fonctionnement? C'est vraiment très compliqué. Et en plus, une faible visibilité. Vous savez qu'il y a un conseil scientifique dont je fais partie, mais qui a été créé spécifiquement pour cette crise. L'autre point qui me semble plus important, c'est qu'en fait, on a navigué une grande partie dans cette crise sans cadre théorique. Or, vous savez que le propre de l'action en santé publique, en fait, c'est de s'appuyer sur un cadre théorique qui permet de s'assurer qu'effectivement, les mesures qu'on propose vont aller dans le bon sens. Je vais un peu rapidement, mais bien sûr, on pourra en discuter. Je vous donne quelques éléments comme ça.
Alors, il y a d'autres secteurs de la santé publique qui étaient supposés forts en France, dans lesquels on a beaucoup investi, en postes, en subventions, en aide, etc. C'est la méthodologie de la recherche clinique. Et on est quand même un pays qui a vécu l'hydroxychloroquine, le remdesivir, un certain nombre de choses comme ça. Bon, on peut se poser la question de la solidité de notre recherche clinique. Et puis, on a eu un problème avec l'information médicale, où on a un système qui est là encore extrêmement perfectionné sous la forme du PMSI, mais dont on a vu qu'il avait beaucoup de peine à donner des informations consolidées en temps réel, et il a fallu remonter un système d'information spécifique pour cette crise, hein, qui est civique, et puis après CIDEP et un certain nombre de modules autour de civique, mais en fait, on a remonté un système d'information autour d'un système qui n'était pas fait pour ça, en fait, qui a été détourné pour gérer cette crise. Là encore aussi, quelques constats, hein, c'est qu'on a vu qu'en fait, il y avait un très, très grand besoin d'expertise, et comme président du Haut Conseil, moi, ça m'a vraiment frappé parce qu'on a eu énormément de demandes, on a rendu plus de 150 avis durant cette crise, et on a fait les protocoles pour les écoles, on a fait les protocoles pour la réouverture, et puis voilà, un certain nombre de choses comme ça, l'adaptation des mesures, et on est toujours dedans actuellement. Un autre point aussi dont on peut faire le constat, c'est qu'en fait, les interventions qui ont été proposées, y compris par des scientifiques, hein, en fait, prenaient peu en compte les impacts sur la santé. Je vous prends un exemple. Le Haut Conseil a dit au mois de juin 2020 que la politique du zéro Covid, en fait, ne tenait pas. C'est-à-dire que ça aurait tellement d'impact délétère qu'on ne pouvait pas mettre en place une politique du zéro Covid. Je pense que vous vous souvenez tous que tout l'automne 2020 et l'hiver 2020-2021, un certain nombre de scientifiques se battaient, y compris à la télévision, pour défendre une politique de confinement renforcée autour du zéro Covid. L'histoire de la Chine actuellement, me semble-t-il, donne raison à une approche de santé publique qui montrait que ce n'était pas jouable, ou alors il faut restreindre les libertés à un tel point que, effectivement, on peut se poser la question de l'aspect démocratique de telles mesures. C'est un exemple, mais qui, me semble-t-il, est vraiment important. On a eu des problèmes sur le discours, hein, sur un discours qui était peu scientifique à la télévision, de tous ceux qui passaient. Et en fait, un des constats, je vais vous le montrer très rapidement parce que c'est un point qu'il faut qu'on prenne en compte, c'est qu'en fait, la parole scientifique en France s'est dévalorisée, et que la France est le pays dans lequel elle s'est le plus dévalorisée au fur et à mesure des différentes vagues. L'autre point, c'est que les collectivités territoriales, et ça vous concerne directement, ont été en fait, au moins dans un premier temps, très peu sollicitées. Et moi, ce qui m'a frappé, parce que j'ai eu un contact avec un certain nombre d'entre elles, c'est qu'en fait, elles étaient très concernées. Elles voulaient faire des choses, elles souhaitaient s'intégrer dans la gestion de la crise, mais en fait, elles étaient très peu sollicitées parce qu'on a un système qui ne prévoyait absolument pas ça. Et on a un système de gestion de crise, mais on l'a vu avec Lubrizol, hein, peu de temps avant. De la même façon, on a un système de gestion des crises qui n'intègre pas les collectivités territoriales dans la concertation et la prise de décision. De la même façon, on avait des acteurs de soins primaires qui étaient en difficulté. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais toute la première partie, les médecins généralistes n'avaient plus de travail. Un certain nombre d'entre eux avaient arrêté les consultations. Or, on avait un besoin criant de professionnels de santé, notamment dans les EHPAD, notamment, voilà. Mais comme on n'avait pas d'organisation, il y avait peu de culture de santé publique, on ne savait pas que faire de ça. De même sur les acteurs associatifs, qui sont très nombreux, à financement public,
et en fait, on n'est pas arrivé à les mobiliser pendant une grande partie de la crise. Il a fallu attendre la troisième vague à peu près pour les concerner et les mobiliser de façon efficace. Voilà un schéma où vous voyez, je ne sais pas si ma souris va pouvoir, non, mais vous voyez que la France, France 1, 2, 3, 4, c'est la confiance dans la parole scientifique au cours des 4 vagues. Et vous voyez qu'en France, ça n'a pas arrêté de se dégrader. En Allemagne, c'est resté stable. Hein. Germanie 2, 3, 4, c'est sur la même ligne. C'est la même chose d'ailleurs en Angleterre, c'est la même chose en Autriche, etc. Et donc en France, la parole scientifique, l'expertise scientifique, en fait, s'est dégradée. Et on l'a intégré, nous, dans notre réflexion, parce que c'est quelque chose d'essentiel. Si la population n'a plus confiance dans la parole scientifique, ça va poser un vrai problème en santé publique. Alors, l'autre constat, vous le connaissez très rapidement, hein, qu'on fait tous, que vous connaissez. La France a une espérance de vie en bonne santé qui est très médiocre. Vous savez que moins d'un Français sur 2 arrive en bonne santé à 65 ans. C'est 77% des Suédois qui arrivent en bonne santé à 77 ans. Quand vous avez une telle différence de production de santé, d'un système de santé, forcément, ça amène à une réflexion et ça amène à reconsidérer notre système de santé publique qui doit produire de la santé et pas simplement des soins. Vous savez aussi qu'on a 13 ans d'espérance de vie de différence chez les hommes entre le vingtile, c'est-à-dire les 5% dont les revenus sont les plus faibles, et les 5% les plus importants. On est le seul pays d'Europe à avoir cette différence d'espérance de vie, c'est-à-dire une espérance de vie considérable, une différence d'espérance de vie considérable, et donc des inégalités de santé extrêmement importantes. Et puis, dernier point, mais c'est simplement pour rappeler le cadre dans lequel s'est produite cette réflexion, c'est qu'on a un poids des maladies chroniques dans notre pays qui est extrêmement important. 24 millions de personnes, 36% de la population sont concernées, avec un budget qui est considérable et surtout une augmentation actuellement qui est de l'ordre de 2,5% par an du nombre de malades chroniques et des dépenses liées aux maladies chroniques. Entre 2015 et 2019, il y a eu plus 12 milliards de dépenses consacrées aux maladies chroniques, soit plus 14% d'augmentation. C'est un rythme d'augmentation en fait qu'on ne pourra pas tenir. Le système ne peut pas absorber un tel rythme d'augmentation dans les années qui viennent. Donc, en fait, on a une réflexion à avoir sur l'avenir de notre système de santé. Alors, en fait, on a considéré qu'on pouvait fixer 3 objectifs à cette évolution du système de santé publique en France. On a proposé d'augmenter l'espérance de vie en bonne santé dans notre pays et non plus d'avoir les yeux rivés sur l'espérance de vie tout court. En France, et le président de la République l'avait rappelé pour ceux qui étaient à l'Élysée au lancement de Ma Santé 2022, il avait rappelé que la France était un pays qui soignait bien, mais qui prévenait mal. Et donc, si on veut augmenter l'espérance de vie en bonne santé, en fait, il faut développer la prévention. Et on a fixé comme objectif, proposé, en tous les cas, on verra si le gouvernement futur le reprend ou pas, on a proposé d'augmenter de 10% l'espérance de vie en bonne santé dans les 10 ans qui viennent, c'est-à-dire de passer à 55-60% des personnes arrivant en bonne santé à l'âge de 65 ans. Ensuite, l'autre point, c'est la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Vous savez qu'elles sont majeures, je l'ai rappelé tout à l'heure, elles sont majeures en France. C'est vrai sur la mortalité évitable, c'est vrai sur la mortalité prématurée, c'est vrai sur l'espérance de vie. Et vraiment, il faut qu'on s'y attelle tous. Et malheureusement, les derniers chiffres qu'on a de l'adresse ne montrent pas de réduction de ces inégalités sociales et territoriales de santé. Ça a plutôt tendance à augmenter.
Et en fait, il semblerait que la crise Covid ait augmenté les inégalités sociales et territoriales de santé. Et donc, on a un problème, troisième objectif, qui est l'adaptation de notre système de santé aux nouveaux enjeux. Simplement pour faire très rapidement, mais pour qu'on soit bien tous d'accord, notre système de santé actuellement a été bâti en 1945 avec l'objectif de lutter contre les maladies aiguës et a eu beaucoup de peine à s'adapter à l'émergence des maladies chroniques, cancer, maladies cardiovasculaires, etc. Et en fait, ces adaptations n'ont été que souvent que des adaptations itératives sans qu'il y ait une réflexion de fond. En clair, je ne veux choquer personne et je le dis comme ça, notre système de santé, qui est en fait un système de soins en France, notre système est un système de soins, a un intérêt à ce qu'il y ait de plus en plus de malades. Moi, je suis cancérologue de formation. Je me souviens que quand j'exerçais la cancérologie, on se réjouissait qu'il y ait de plus en plus de malades porteurs de cancer parce que c'était notre activité qui se développait, l'hôpital se développait, etc. Un système de santé ne peut pas fonctionner avec comme objectif d'avoir de plus en plus de malades. Et donc, il y a une urgence, en fait, à redéfinir les priorités. Et la priorité, ça doit être d'avoir une population en bonne santé. Alors, on a proposé, en fait, vous savez que notre système de santé a été fondé sur un trépied qui était la solidarité, qui était la soutenabilité et qui était la socialisation du risque. C'est le trépied de 1945. Nous, on a proposé en fait de remplacer ces valeurs par d'autres valeurs en proposant l'équité plutôt que l'égalité. Vous savez que notre système est très égalitaire et comme tous les systèmes égalitaires, on le sait maintenant, c'est Michael Marmot qui a mis ça en évidence, les systèmes égalitaires en fait sont des systèmes inéquitables. C'est-à-dire qu'un système égalitaire profite essentiellement aux personnes qui n'en ont le moins besoin. Bien sûr, de laisser solidarité, c'est une particularité du système français, le système solidaire. Encore faut-il redéfinir le contrat social, de rajouter comme valeur la transparence, parce que l'adhésion de la population à ce type d'évolution est essentielle, et puis l'efficience, qui doit devenir une exigence, c'est-à-dire on doit tous avoir, dès lors que c'est de l'argent public, une réflexion sur l'efficience des différentes actions et en permanence choisir les actions les plus efficientes. Alors, on a proposé donc un système cible qui est un peu différent du système actuel et le système qu'on propose, en fait, c'est de concentrer au niveau national l'expertise, mais de la simplifier et de la rendre aussi plus opérante. On a vu que tout le monde voulait être expert pendant la crise, il y avait des tas d'avis qui étaient donnés. En fait, il faut probablement faire un peu de ménage et de simplification là-dedans. Et donc, on a proposé de créer un Institut français de santé publique qui serait en fait un consortium, non pas une fusion, mais un consortium des agences au conseil qui travaillent dans le champ de la santé publique, Santé publique France, l'ANSES, la MILDECA par exemple, le HESP et l'HCSP, le Haut Conseil de la santé publique. Et donc ce niveau national, en fait, serait chargé de la stratégie. Au niveau régional, on a proposé que les ARS soient responsables d'un vrai pilotage opérationnel interministériel, mettant en œuvre un des principes de base de la santé publique qui est Health in all policies, c'est-à-dire que la santé dans toutes les politiques. Et on a proposé de créer au niveau régional des instituts régionaux de santé publique qui concentreraient sur les grandes régions l'ensemble des enseignements et des équipes de recherche aussi, mais de l'expertise. En fait, l'idée, c'est de recréer le lien entre les universitaires et l'expertise et les décideurs. Et c'est pour ça qu'on a proposé un pilotage ARS, collectivité locale, université, à ce niveau régional.
Et puis au niveau des territoires, en fait, c'est là où le travail est le plus important à faire de notre point de vue. C'est vraiment au niveau territorial que la mise en œuvre doit être réalisée, réfléchie, pilotée. Et on a proposé donc de doter les ARS d'une vraie direction territoriale. Les ARS sont d'accord, hein, on a pas mal discuté avec eux, de permettre l'accès à l'expertise des collectivités territoriales, c'est-à-dire d'avoir un guichet leur permettant d'avoir un accès à une expertise, notamment une expertise régionale, et de créer une force de santé publique en fédérant, sans les fondre hein, dans une même structure, mais en fédérant tous les acteurs de santé publique, à la fois les acteurs médicaux, médecins de soins primaires, infirmières et travailleurs sociaux et autres, et puis toutes les associations qui travaillent avec des financements publics. Et on a proposé de créer un pacte de santé des territoires qui regrouperait l'ensemble des dispositifs qui existent déjà, sans les faire disparaître, mais en essayant de leur donner une cohérence. Et puis, on a proposé de renforcer la démocratie sanitaire, car il nous semble important que les populations soient intégrées à cette réflexion territoriale. Alors, je vous ai présenté l'essentiel des principes hein, de ce qu'il y a dans le rapport. Et donc, je ne vais pas détailler, bien sûr, l'ensemble des 40 mesures, etc. Mais voyez comment c'est organisé, si vous allez le lire, il y a un certain nombre de réflexions autour de la population et on a proposé un chantier important qui est de développer la culture de santé publique en France. Ensuite, il y a les problèmes de gouvernance, d'organisation, j'ai donné quelques exemples hein, tout à l'heure. Et puis, la coordination des services et l'intersectorialité, c'est ce qui nous intéresse particulièrement. Là, l'enjeu est majeur. On a une santé publique de territoire qui est très mal organisée, qui est très morcelée, avec des associations qui passent beaucoup de temps à chercher des financements par rapport à leurs interventions. Et donc, il faut qu'on donne une cohérence à tout ça, qu'on soulage probablement les acteurs. Et on a vu qu'un certain nombre de territoires y arrivaient, notamment il y a ceux qui ont mis en place des coopératives d'acteurs. Bref, il y a des dispositifs qui permettent de faire ça. Bon, il faut simplement qu'il y ait de l'inventivité sur les territoires. Je ne pense pas qu'on ait une baguette magique qui permette de répondre de la même façon à tous les territoires très, très rapidement. Et puis, il faut créer un environnement favorable. Et là, je passe, hein, c'est des mesures qui peuvent être assez techniques, mais on a un vrai problème autour de l'attractivité des métiers de la santé publique. Et puis, on a des problèmes autour de la veille, de la sécurité sanitaire, et on fait des propositions pour que la population soit intégrée ou puisse contribuer au système de veille et de sécurité sanitaire. Un certain nombre de pays le font, hein, notamment les pays asiatiques, et il nous semble que c'est quelque chose qu'on peut transposer en France. Voilà, il me semble que j'ai déjà parlé pendant longtemps, et après, vous avez un certain nombre de mesures que j'ai détaillées, je vous passerai le diaporama. Il y a un point qui nous semble essentiel, c'est que la culture de santé publique dans notre pays est trop faible. Ce qu'on appelle la littératie en santé est trop faible. Et donc, il faut absolument qu'on augmente notre niveau de littératie en santé publique et en santé dans notre pays. Ça commence à l'école et c'est une mesure qui a été retenue. Et notamment, il y aura, si je suis bien renseigné, on devrait avoir des programmes d'enseignement de la santé, d'éducation à la santé dans les écoles primaires. Et il faut aussi que les élus, que les futurs décideurs aient une initiation, une éducation à la santé et qu'il y ait de l'enseignement qui soit prévu pour eux. Voilà, je passe rapidement. Vous avez ici les mesures et on a proposé donc que 5 mesures puissent être mises en place très rapidement, dont la santé publique de territoire simplifiée.
Voilà, je m'arrête là et je laisse le temps à la discussion parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse plutôt que les présentations. Merci beaucoup, Franck, parce que tu as totalement respecté le cahier des charges de ce webinaire en respectant une trentaine de minutes de présentation. C'est parfait. Je pense qu'effectivement, j'ai regardé un peu le forum de discussion. Pour l'instant, vous n'avez pas formulé encore de questions parmi les gens qui sont inscrits, donc n'hésitez pas à le faire. Pour lancer les choses, peut-être, comme on a un petit peu préparé en amont ce webinaire, on avait envie avec Yves de challenger. On va chacun poser une question et puis après, évidemment, on laissera le tour de table jouer son rôle. Moi, je suis frappée en écoutant ta présentation et l'architecture que tu proposes pour l'avenir de la santé publique. Je suis frappée quand même par finalement la question un peu plus politique que tu sais qu'on se pose tous en tant qu'élus en charge des questions de santé. C'est en gros, à un moment donné, il faut quand même qu'on soit au clair sur quelles responsabilités on confie à l'État et quelles responsabilités on confie aux collectivités territoriales dans le champ de la santé. Tu l'as extrêmement bien dit. Aujourd'hui, le sujet n'est pas de produire du soin et de développer uniquement de l'offre de soins dans les territoires, ce qui est vraiment la responsabilité des ARS et du ministère de la Santé. On est sur un sujet qui concerne vraiment beaucoup plus les déterminants de santé, et dont on sait tous qu'ils sont plutôt à la main des collectivités territoriales quand on parle de logement, quand on parle d'éducation, quand on parle d'aménagement du territoire, autant de facteurs qui sont sous les responsabilités des collectivités territoriales. On voit bien que l'un ne va pas sans l'autre et que c'est bien là où se pose la question de l'efficience d'une politique de santé publique à un niveau national. Et je pense que la crise a vraiment très, très bien révélé ce besoin du dernier kilomètre, y compris pour la campagne de vaccination. On a bien vu que sans les collectivités territoriales qui ont mis la main à la pâte, qui ont monté les centres de vaccination, qui ont fait des dispositifs d'aller vers en matière de vaccination pour aller chercher les plus fragiles avec des dispositifs associatifs ou tout ce qu'ils avaient entre les mains, on voit bien que sans ce dernier kilomètre, la réduction des inégalités, l'efficacité vraiment de la politique de santé publique, elle ne sera jamais optimale. Or, en France, vraiment, j'ai l'impression, et ça fait des années qu'on travaille là-dessus à plusieurs d'entre beaucoup d'entre vous aussi réfléchissent, on voit bien que, comme tu l'as très bien dit, les collectivités territoriales aujourd'hui, on les met dans les réunions parce que voilà, ça fait bien de mettre des élus autour de la table quand on est avec l'ARS et le préfet, mais en pratique, on n'a absolument pas les coups des franches et on nous donne de temps en temps un peu, je dirais, une petite pour la soif en disant ben voilà, on va contractualiser avec vous, on va faire des expérimentations pour vous donner un petit peu plus de compétences dans un certain nombre de domaines, mais ça ne va absolument pas jusqu'au bout de cette logique vraiment de complémentarité des interventions de l'État et des collectivités territoriales. Donc, je voulais savoir sur ce point particulier, et ça m'a frappé à la fin quand tu parles de la formation, tu parles des dirigeants, en fait, les acteurs, les élus ne sont pas cités en tant que tels comme eux aussi devant être formés à la santé publique. Parce que je pense que c'est aussi un sujet, c'est que nos maires ne sont pas forcément à même de comprendre les enjeux, la complexité des dispositifs de santé publique qui sont très compliqués. Donc, sur ce point particulier de la gouvernance, finalement, et de la répartition des rôles, est-ce que tu peux un tout petit peu plus détailler? Je sais que vous l'avez abordé dans le rapport, donc peut-être tu peux nous donner quelques éléments, parce que je pense qu'on est plusieurs d'entre nous, et ESPT, bien sûr, s'est positionné à plusieurs reprises, d'ailleurs, sur un message assez fort en matière de décentralisation claire, ou au contraire de recentralisation, mais il faut qu'on est entre deux à chaque fois, et finalement, l'ambiguïté ne crée pas l'efficacité. Voilà. Merci. Donc, je vais répondre, puis après, je laisserai Yves poser sa question. Mais c'est bien sûr une question essentielle que tu poses. Et en fait, l'évolution qu'on propose, elle a eu lieu dans un certain nombre de pays. Donc, on sait à peu près ce que ça veut dire. En fait, l'évolution qu'on propose, c'est ce qu'on appelle Public Health 3.0, c'est-à-dire c'est le troisième temps de la santé publique et c'est l'action sur les déterminants. En fait, c'est comment agir sur les déterminants. Tant qu'il s'agissait de produire du soin,
l'État sait produire du soin, l'État sait organiser du soin, ça ne pose pas de problème. Ou l'assurance maladie, mais c'est l'État. En revanche, s'il s'agit de produire de la santé, et on sait que le système de soins représente à peu près 20% de la santé d'une population. Tout le reste se passe ailleurs. S'il s'agit de produire de la santé, en fait, qu'est-ce qui produit de la santé? C'est l'école, c'est le milieu du travail et c'est le lieu de vie des individus. Et c'est ces trois milieux qui produisent de la santé. Et donc, en fait, si on se dit c'est le lieu de vie, eh bien, c'est les collectivités territoriales. Et si on veut arriver à prendre ce virage, bien évidemment qu'il faut que les collectivités territoriales montent dans le train. Alors moi, je dirais, de mon point de vue, parce que je suis neutre dans ce débat, mais je dirais que les torts sont partagés. C'est-à-dire pendant très longtemps, quand on voyait des maires, y compris de grandes métropoles, et qu'on leur disait « mais attendez, vous avez la responsabilité de la santé de votre population », ils disaient « non, moi, il y a l'hôpital, bon, je suis au conseil de gestion ou dans la gouvernance, mais non, la santé n'est pas dans mes attributions ». Et donc, moi, je leur disais tout le temps, mais vous avez la clause de compétence générale qui peut s'appliquer, donc vous pouvez vous emparer des problèmes de santé. Et ils disaient non, et je ne sais pas faire. Et moi, ce qui me frappe, c'est le changement auquel on assiste et que la crise a accéléré. Et qu'un certain nombre de collectivités revendiquent maintenant de s'occuper de la santé de leur population. Et ça, on pourra bien faire comme on veut, personne ne pourra l'enlever aux collectivités territoriales. Et donc, moi, je pense qu'en fait, ça doit être une évolution qui est accompagnée par l'État ou l'administration, mais qui doit venir des collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à convaincre les collectivités qu'elles ont, comme tu le disais, la plupart des leviers de ce qui donne une population en bonne santé. C'est-à-dire, elles ont, y compris l'éducation nutritionnelle dans les écoles, je prends quelques exemples, elles ont le logement joue un rôle considérable dans la santé d'une population, elles ont souvent les équipements sportifs, elles ont l'aménagement urbain. Les Anglais ont montré que la largeur des trottoirs influençait sur le fait que les gens marchaient plus ou moins dans les villes, marchaient à pied ou pas dans les villes. C'est-à-dire qu'on peut inciter les gens à marcher à pied dans une ville. Elles ont bien sûr les transports, elles ont la pollution atmosphérique, etc., etc. Elles ont l'eau, qui est aussi un point essentiel. Donc, en fait, elles ont la plupart des leviers. Et la plupart de ces leviers ne sont pas du tout à la main de l'État, pas du tout. C'est à la main des collectivités. Et donc, pour répondre à ta question, en fait, je pense qu'en fait, il faut que ce soit bien compris. Les Anglais ont passé l'intégralité de la responsabilité de la santé publique, pratiquement, aux collectivités territoriales en 2012. Et donc, on commence à avoir les premières évaluations qui sont assez favorables. Mais, et on l'a dit en préparant ça, il faut que les élus aient un tableau de bord de l'état de santé de leur population. Et donc, il faut qu'on mette en place un système d'information qui vous permette de faire ça. Il faut qu'on mette aussi en place des formations. Il faut qu'on mette en place des formations sur l'évaluation des impacts en santé. Par exemple, les EIS, ça fait partie de la formation, à mon avis, complètement de base d'un élu, etc., etc. Donc, voilà, moi, je crois que le temps est venu pour cette révolution et j'ai l'impression qu'y compris dans les rouages de l'État, mais tu les connais comme moi, un certain nombre de gens sont prêts à accompagner cette évolution. Ok. Bah, écoutez, merci Franck pour ces réponses qui nous, je pense, je vois dans les commentaires qu'il y a pas mal d'élus qui sont aussi sur ces questions un peu fondamentales de répartition des compétences.
peut-être pour enchaîner, donc Yves, je pense que tu as une question aussi sur la partie plus expertise, donc je pense que c'est important qu'on puisse l'aborder. Puis après, surtout, n'hésitez pas à lever la main, prendre la parole. On est vraiment là pour que ce soit très participatif, hein, ce webinaire. Donc, allez-y. Je laisse la parole à Yves, et puis Sylvie Justaume, je vois, et Cynthia Nkoucha. Ensuite, on vous passe la parole. Alors moi, c'est une double question parce qu'elle est… Franck, tu nous as… D'abord, merci. C'est toujours très, très utile d'entendre une présentation d'un rapport parce qu'on apprend plus de choses qu'en lisant, mais c'est peut-être parce que je suis un mauvais lecteur, je l'ai déjà dit. Et puis, donc, tu as évoqué le fait qu'il n'y avait pas de cadre théorique, par exemple, pour la gestion de la crise. Et moi, je réagis évidemment avec ma casquette antérieure de professionnel international, à l'OMS, à Pasteur, enfin, etc., en disant, mais il y avait un cadre théorique très fort, qui est celui du règlement sanitaire international, par exemple, avec des programmes qui se sont qui ont été élaborés, qui ont été travaillés, même en France, avec par exemple, un plan pandémie grippale majeur développé avec plein d'acteurs. Donc, il y a des cadres théoriques qui ont été commencés. Et il y a eu un certain désengagement de l'État au sens large à un moment donné. On a assisté à ça. Ça veut dire que le cadre théorique disparaît parce que tout d'un coup, quand il n'y a plus de crise, on oublie qu'il faudrait un cadre théorique pour gérer de la crise. Et j'ai envie de dire, c'est aussi parce que le monde de la santé publique, dont je fais partie et nous tous, a tendance à ne pas suivre les engagements. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a des grands engagements qui sont pris au niveau international, et puis le monde de la santé publique dans sa vie de tous les jours ne fait pas le suivi de ces engagements. Et ma question, elle est, est-ce qu'il ne faudrait pas que dans ce changement de la santé publique d'aujourd'hui, on réfléchisse à la façon dont les professionnels de santé publique de notre pays devraient être plus mobilisés au niveau des engagements internationaux au quotidien pour que ce ne soit pas quelques professionnels spécialisés dans l'international qui prennent les engagements, les suivent et que ce soit ensuite simplement ignoré par les autres qui n'en ont pas entendu parler forcément. Donc, il y a ce lien entre la représentation de la santé internationale, autour de la santé internationale et les professionnels de santé publique du pays qui, je trouve, n'est pas bonne parce qu'on a une vraie coupure à un moment donné qui s'exerce. Et puis, ce point revient donc sur celui de l'expertise parce qu'on a parlé du territorial, du local. Et la question, c'est comment est-ce qu'une expertise qui est disponible au niveau national, par exemple, peut être mobilisée localement, très localement, quand il y en a besoin, parce que ce n'est pas si automatique que ça. C'est-à-dire que les mécanismes, on peut avoir les meilleurs outils de l'expertise au niveau national et que ça ne soit pas mobilisable au niveau territorial. C'est-à-dire que vraiment, il y a une continuité entre le très global, mondial, et le territorial, au point de vue de l'expertise et de sa mobilisation. Merci. Alors, ce n'est pas des questions très, très faciles, notamment la première. Effectivement, il y avait un cadre théorique et c'est tout à fait intéressant de voir que le plan pandémie n'a pas été appliqué alors qu'on avait un plan pandémie en France. Donc, on a inventé un certain nombre de dispositifs alors qu'on avait un certain nombre de choses qui étaient prévues. Et par exemple, les confinements n'apparaissent dans aucun plan pandémie de personne, enfin, que ce soit à l'OMS, etc. Jamais il n'est question de confinement. Bon, c'est un exemple, moi, qui m'a frappé en me disant, mais où est-ce qu'on est allé chercher ça, quoi? Alors, les Chinois, eux, l'ont dans leurs outils. Mais, par exemple, on sait que dans un pays démocratique, et on le vit en ce moment en Chine,
Moi, j'ai quelques contacts à Shanghai, voilà, ça ne s'applique pas. Donc, c'est simplement pour dire qu'à mon avis, effectivement, on avait un cadre théorique et puis sous le poids de la crise, en fait, c'est parti un peu en fumée et c'est de notre faute. C'est-à-dire que la santé publique n'est pas suffisamment robuste pour résister, on s'en est aperçu, pour résister à cette crise. Alors, effectivement, tu parles des engagements internationaux. Moi, je suis complètement d'accord et je pense que tous les élus locaux et d'ailleurs nationaux devraient avoir les 17 objectifs de développement durable sur leur table de nuit en disant, voilà, c'est ça nos objectifs. La santé d'une population, ça a été décrit. Alors, on peut critiquer les 17 ODD, hein, mais en tous les cas, là encore, c'est un cadre et il y a des indicateurs derrière. Donc, là encore, on a de quoi réfléchir et on a de quoi se comparer avec les autres. Et puis, tu as parfaitement raison sur le fait que on s'intègre assez peu avec une réflexion internationale. Mais il faut dire, et c'est en train de changer, et c'est pour ça que ce mouvement est intéressant en ce moment, qu'on a toujours dit que la santé était une prérogative nationale. Et on a toujours dit que ce n'était pas, par exemple, une prérogative européenne. Or, on a vu que durant cette crise, ça ne pouvait pas coller. Et donc, une partie de la santé maintenant va passer au niveau européen et un certain nombre de décisions. On a vu qu'il y avait un plan cancer européen hein, qui a été voté. Il y a HERA, qui est l'agence, qui est l'équivalent du BARDA américain qui se met en place au niveau européen. Et il y a l'achat des vaccins a été fait en commun, etc., etc. On voit bien qu'une façon de répondre à la pénurie des médicaments, par exemple, va être une réponse européenne, etc. Donc, il y a cette évolution, il y a, à mon avis, une double évolution de la santé publique qui est assez intéressante, une évolution vers l'international et l'intégration dans une réflexion internationale et un focus qui est donné sur les territoires où doit se faire la mise en œuvre. En fait, c'est ce double mouvement en fait, qu'il faut accompagner, me semble-t-il, par un certain nombre d'aides, de mesures de formation, etc. Et alors, sur l'expertise, rapidement, nous, on a proposé la création de ces instituts régionaux de santé publique avec un guichet pour les décideurs locaux. C'est-à-dire que dans chaque région, il y a un guichet qui soit accessible pour les décideurs locaux, vous, les élus, en disant, voilà, j'ai un problème, comment je peux répondre à ça? Et si ces instituts régionaux sont en réseau au niveau national, on a toujours quelqu'un qui est disponible pour fournir une expertise, soit sur un problème d'environnement, soit sur un problème infectieux, soit sur un problème, je ne sais pas, de maladie chronique. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé cette organisation en réseau, instituts régionaux dans chacune des grandes régions, un guichet accessible aux élus. Ça s'appelle dans notre jargon un CERESP, hein, donc, mais il en avait déjà été question il y a quelques années. Donc, on propose de financer des CERESP et ce réseau national qui permet d'accéder à l'expertise. Mais c'est une vraie question. Il faut qu'on réponde aux questions d'accès à l'expertise des élus. Voilà, je ne veux pas être trop long dans mes réponses. Donc non, mais merci Franck. Effectivement, c'était 2 questions préalables, mais je vois que depuis, il y a pas mal de demandes de prise de parole, donc je vais les prendre dans l'ordre. On a 4 questions hein, pour l'instant, donc je vais demander à Sylvie Justaume de Bordeaux de poser sa question et peut-être on va essayer de ramasser peut-être les questions et les réponses pour que tout le monde puisse… voilà, il nous reste encore presque 40 minutes, donc c'est bon, on est dans les temps. Donc, je vous passe la parole, Sylvie. Merci beaucoup déjà pour la force de cette présentation très ramassée, très vivante. Moi aussi, j'apprécie beaucoup une présentation portée comme ça plutôt que la lecture du rapport, mais bon, je relirai avec soin néanmoins le rapport. Et comme je l'ai mis dans le fil de discussion,
ça fait complètement écho à nos priorités de mandat à Bordeaux. La première interview que m'a accordée Sud-Ouest m'a permis de parler justement de l'espérance de vie en bonne santé comme le véritable indicateur que je me fixais comme marqueur. Le problème, alors je le dis, on m'a ri au nez quand j'ai fait cette déclaration, parce que notamment, on m'a dit oui, mais l'espérance de vie en bonne santé, c'est très flou. Voilà, donc là encore, ça rejoint la question de tout à l'heure, les indicateurs locaux en particulier, mais même nationaux, puisque en l'occurrence, là, on m'a dit que l'expertise scientifique sur cet indicateur-là, sur cette notion d'espérance de vie en bonne santé, elle n'était pas très solide. Et par la suite, je me suis aperçue, notamment sur la crise Covid, que les indicateurs locaux, très locaux, bordelais en l'occurrence, on avait un mal fou à les obtenir. On les a tous les jours à l'échelle de la région Nouvelle-Aquitaine, on les a à l'échelle du département, à l'échelle de la métropole, mais c'est tout. On ne peut pas aller plus finement. Or, on a eu une situation assez particulière à Bordeaux, et notamment un décalage temporel par rapport aux vagues au national. Voilà, l'état de santé global de la France ne correspondait pas en temps et en heure avec notre situation bordelaise, notamment grâce aux forces de proposition qu'on a été à la ville de Bordeaux dès l'été 2020, puisqu'on a été la première ville en région à proposer à la population des centres de dépistage gratuits sans rendez-vous. On a mis 3 semaines à les obtenir, de l'ARS, de la préfecture, etc., mais on les a obtenus. À tel point qu'ensuite, évidemment, on a été débordés et les labos étaient saturés. Bon, mais enfin, c'est vrai qu'on a toujours été force de proposition, on a toujours été dans l'anticipation, en essayant d'être proactif sur les phases suivantes. Et ça, grâce à des comparaisons internationales, je crois que c'est très important aussi d'avoir des regards comparatifs. Moi, j'ai noté tout ce que vous avez dit sur l'Angleterre, voilà, les études anglaises, etc. C'est quelque chose qui peut aussi nourrir nos argumentaires. Et donc, cette approche préventive qui met en avant le cas plutôt que le cure et qui arrête de répéter qu'on a le meilleur système de soins en France ou même de santé, ce qui est un abus de langage, ça, c'est vraiment un enjeu prioritaire pour nous. Et enfin, bien sûr, la transversalité sur les déterminants de santé, puisque alors, élargir les trottoirs, ça, c'est compliqué, c'est une bataille. On y met chaque année 300 000 € et ça ne concernera qu'un quartier en 6 ans. Mais la marche, pour moi, c'est une priorité des priorités. On l'a bien vu pendant les confinements, enfin, la non-exposition à la lumière naturelle, la sédentarité, l'addiction aux écrans, tout ça est lié à l'impossibilité ou en tout cas à l'insuffisance de l'activité physique, la plus simple et la plus commune étant la marche à pied. Donc ça, c'est effectivement une des priorités pour nous à Bordeaux. Voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que je buvais du petit lait et que je suis à fond dans les mêmes priorités que celles que vous avez énoncées. Et merci encore. Merci. Peut-être juste un commentaire. D'abord, merci pour votre intervention. Moi, je crois que l'évaluation des impacts en santé est une des clés, en fait. Et que si on arrive et on fait une proposition dans ce sens, que dans tous les projets d'importance, enfin, après, c'est à définir, etc., et comme il y a des évaluations d'impact environnemental, il devrait y avoir des évaluations d'impact en santé. Chaque fois qu'on oblige à faire un impact environnemental, on propose, nous, de faire des évaluations d'impact en santé. Et à ce moment-là, si vous voulez, si tout le monde prend l'habitude de ces évaluations d'impact, je pense que petit à petit, l'évolution des mentalités se fera et on abandonnera un système de soins pour rentrer dans un vrai système de santé, c'est-à-dire qui produit des gens en bonne santé plutôt que de soigner des gens en mauvaise santé. Et en fait, c'est cette mutation qui est compliquée à faire prendre à un système parce que, là encore, il y a une forme de paradoxe. Demander à des médecins de faire des actions pour qu'il y ait moins de malades, c'est quelque chose qui n'est pas évident.
c'est pour ça que je donnais mon exemple comme cancérologue. Moi, vous me dites, il y a un système pour supprimer, je ne sais pas, 40% des cancers. Je me dis, mais qu'est-ce que va devenir mon hôpital, mon machin, mon service, etc. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir du paradoxe et de vraiment travailler sur ces notions de santé. Alors, simplement, moi, je le passerai à Alexandra, si vous en êtes d'accord, le tableau de bord que propose Public Health England à toutes les municipalités. Il y a 20-30 indicateurs qui sont proposés, qui sont le tableau de bord de la santé publique. Ça va du taux de contraception au taux à l'espérance de vie, mais un certain nombre d'indicateurs qui n'apparaissent pas forcément spontanément comme des indicateurs de santé. Et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose d'assez large et il positionne la collectivité par rapport à la région et par rapport à l'ensemble de l'Angleterre. Et ils le produisent en routine. Et il me semble que ça, enfin, je veux dire, on devrait vous donner ce type de tableau de bord. Enfin, je veux dire, sinon, on n'y arrivera pas. Super, quand on n'a pas les lieux diagnostiques, c'est difficile d'avancer et de prouver qu'on avance. Oui, mais c'est pour ça que je pense que le sujet des tableaux de bord, je remercie Franck, on retient cette proposition de partager à la fois la présentation générale et puis cet exemple très pratico-pratique d'indicateurs, parce que je pense que ça, c'est vraiment un sujet clé, c'est-à-dire comment on peut fédérer des acteurs autour d'un diagnostic partagé qui permet de suivre et ensuite, voilà, on répartit les rôles entre collectivités et État, mais il faut qu'il y ait cette vision d'abord déjà partagée sur un diagnostic territorial avec des indicateurs validés et indépendants. Alors, je vais prendre la question de Cynthia maintenant. Cynthia Mbenkusha, je vous laisse vous présenter peut-être, s'il vous plaît, parce que je n'arrive pas à lire. Je sais que c'est le CRES. PACA, voilà, ça y est, je vois. Voilà. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour. Donc, je suis Cynthia Mbenkusha, chargée de projet au CRES PACA, Comité régional d'éducation pour la santé, et en charge de l'animation régionale des démarches territoriales de santé. Alors, en fait, j'aurais en réalité plusieurs remarques, mais je vais reprendre celle que j'ai mise dans le chat pour commencer. Ça concerne la loi 3ADS, loi récente relative à la différenciation, décentralisation, déconcentration de l'action publique locale, qui s'intéresse également aux enjeux de santé, qui a renforcé la place des élus dans la gouvernance des ARS. Donc, voilà, donc l'idée, c'est bien d'aller dans le sens qui est partagé dans nos échanges-là. Mais elle n'est pas allée pour autant jusqu'à rendre obligatoire la compétence santé des collectivités locales, des communes notamment. Donc, pourquoi, en fait, on ne va pas jusque-là pour, du coup, donner la pleine autonomie et des collectivités sur les enjeux de santé, leur permettre également, du coup, d'avoir les moyens de leurs ambitions, puisque à l'heure actuelle, on est encore sur une compétence facultative qui se traduit notamment par la mise en œuvre ou non d'un contrat local de santé. Il y a d'ailleurs dans le chat une remarque qui a été faite à ce sujet qui nous, enfin voilà, acteurs de la santé publique au niveau des territoires, nous paraît être un outil vraiment essentiel, très structurant pour les collectivités. Certaines collectivités sont dotées ou non d'un service santé. Donc voilà, il y a beaucoup d'hétérogénéité qui peut peut-être être un peu lissée, homogénéisée si on rendait entre autres choses obligatoire la compétence santé et si on donnait aussi les moyens aux collectivités parce que on voit notamment dans le cadre de l'existence des contrats locaux de santé, on reste sur des animations assez précaires en fait, hein, des postes de coordinateurs assez précaires qui rendent avec des temps partiels parfois, qui ne permettent pas toujours de remplir les ambitions des outils à disposition des collectivités. Donc il y a plusieurs questions dans mon intervention. Excusez-moi. Merci. Merci Franck. Je pense qu'effectivement ça rejoint un peu la première partie de ma question, mais voilà, je te laisse répondre sur la place d'un outil comme le CLS et puis plus globalement sur la question des partages de compétences qu'on a un peu déjà abordé, mais c'est vrai que c'est important d'avoir un cadrage un peu national là-dessus. Bon, c'est très politique comme question, mais voilà, c'est sûr que c'est un nœud qu'il faut dénouer si on veut aller jusqu'au bout de ce qu'on veut faire quoi, en matière de santé publique.
Alors, effectivement, en commençant la mission, moi, j'ai eu la même réflexion que vous en me disant, ben voilà, il faut mettre une compétence santé dans les collectivités territoriales. Et puis, en fait, ça se heurte à deux problèmes. Un, qui dit compétence dit transfert financier. Parce que dans notre système, les collectivités, si on leur donne une nouvelle compétence, elles vont demander un transfert financier. Bon, alors, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et un certain nombre d'élus m'ont dit, mais nous, on a une compétence générale qui nous permet de nous occuper des problèmes de santé. Et le grand danger, si on met une compétence santé, c'est que ça devienne une compétence soins. Or, si on aborde la santé dans la compétence générale, on l'aborde avec le principe Health in All Policies. C'est-à-dire, vous pouvez l'aborder sur le logement, sur les équipements sportifs, sur les cantines à l'école, sur l'éducation, sur la prévention à travers favoriser la marche à pied, ce qu'on disait tout à l'heure, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas fait cette proposition d'une compétence santé, en sachant que, un, ça allait rencontrer des obstacles, et deux, c'était probablement pas la meilleure solution. Et que la meilleure solution nous semblait être de convaincre et d'éduquer les élus au fait qu'en fait, une grande partie de leurs décisions concernait la santé de leurs administrés. La plupart des décisions que prennent les collectivités, en fait, ont des répercussions sur la santé de leur population. Simplement, ils n'en ont pas forcément conscience. On sait que, par exemple, le réseau social autour d'un individu conditionne sa santé. Et donc, toutes les décisions qui sont prises autour des animations de quartier, etc., contribuent à la santé, notamment la santé mentale des individus. On est en train de découvrir en France le problème de santé mentale, pas simplement des soins, hein, mais vraiment ce qu'on appelle mental health à l'étranger, on est en train de le découvrir en France. Mais en fait, l'activité culturelle d'une collectivité contribue à la santé mentale d'une population. On le sait, il y a des papiers là-dessus, etc. Donc, moi, c'est pour ça qu'en fait, on n'a pas mis cette compétence. On s'est dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il vaut mieux convaincre que Health in All Policies, ça a un sens, plutôt que de faire quelque chose de spécifique pour la santé. Ah, on peut se tromper, hein, mais voilà, je vous explique pourquoi on a pris cette décision. Après, vous parlez du problème des associations locales, etc. On a un vrai problème. Et en fait, on peut se poser la question de savoir pourquoi on sous-traite à des associations les problématiques de santé publique en France. Pourquoi est-ce que ça passe par des associations, alors que les soins passent par quelque chose d'organisé, soit public, soit privé, mais il y a un modèle, il y a quelque chose il y a une forme de pérennité derrière le modèle. Pourquoi est-ce qu'en santé publique, en fait, on a construit un système qui est extrêmement précaire et qui n'est pas pérenne? Vous savez comme moi qu'il y a des IREPS qui disparaissent. Hein. L'IREPS du Nord a fait faillite il y a quelques mois et a disparu. Il y a des ORS qui disparaissent, des observatoires régionaux de la santé. Et il y a un problème de financement, paf, la structure disparaît. Donc, on a un vrai problème de pérennité de l'organisation territoriale de la santé publique. Et ça, en fait, c'est les collectivités territoriales qui ont les manettes. Et même si ce n'est pas elles qui financent, il faut leur donner les manettes parce que c'est elles qui connaissent en fait le territoire et les problèmes du territoire. Donc, moi, ce chantier-là me semble essentiel, sinon on n'y arrivera pas. Et encore une fois, c'est ce qui a été fait en Angleterre, hein, les collectivités, on leur a confié les problèmes de santé publique et ils ont eu à organiser avec un transfert financier, c'est vrai, en 2012, hein, il y a eu un gros transfert financier, une grosse déconcentration, mais ils ont eu à organiser la santé publique
Et c'est vrai que ce n'est pas la même chose d'organiser les choses à Londres, à Manchester ou à Leeds ou je ne sais pas où. Donc, et en France, ce n'est pas la même chose de faire ce que vous faites en PACA et d'être dans le Nord. Ce n'est pas les mêmes problèmes, etc. Et il n'y a que les collectivités qui connaissent ça. Les ARS, maintenant, qui ont à gérer d'énormes régions, n'ont pas la capacité à descendre au niveau des spécificités de chacune des populations. Donc, voilà pourquoi on a proposé, par exemple, ces coopératives d'acteurs qui sont une façon de sécuriser les acteurs dans des coopératives qu'on peut financer et de se dire c'est pas normal qu'une association passe plus de temps à chercher des fonds qu'à agir sur le terrain, par exemple. Voilà, c'est une forme de réflexion, ce n'est pas encore abouti. Nous, ce qu'on voulait, c'est poser le cadre et après, ça sera aux acteurs de jouer, hein, bien évidemment. Et on peut parier qu'il y aura des solutions différentes en PACA, dans l'Oise ou dans le Nord, certainement. Merci. Je reviens sur le contrat local de santé. Attendez, je modère les débats, donc je ne sais pas qui prend la parole. Je préférais qui parle là, parce que j'ai vu… Pardon, c'est toujours Cynthia, c'est parce qu'il y avait le volet contrat local de santé. Oui, je ne veux pas trop qu'on rebondisse. Enfin, allez-y, mais très court, parce qu'il y a deux autres personnes qui ont demandé la parole. Je réponds très rapidement. Les contrats locaux de santé, c'est très bien, mais pourquoi il n'y en a pas pour tout couvrir l'ensemble de la population? C'est ça la question. Parce qu'à ce moment-là, vous avez une machine à créer des inégalités si vous faites ça. Donc, en fait, nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait des pactes territoriaux de santé sur chacun des territoires, que toute la population soit couverte. Et après, on peut avoir des CLS, des CLS de santé mentale. Enfin, on peut activer les différents dispositifs, mais il faut que l'ensemble de la population française soit couverte par des dispositifs locaux. On ne peut pas avoir des CLS financés, d'autres qui ne le sont pas. Une population à l'île de la Réunion, par exemple, vous avez une partie de l'île qui n'est pas couverte et une autre partie qui est couverte. C'est quand même pas normal. Enfin, on a un vrai problème dans notre pays d'organisation territoriale, me semble-t-il. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long. Non, c'est très clair. Donc, merci beaucoup, Franck, pour cette première réponse. On va passer à la région Rhône-Alpes, hein, puisque je vois que M. Michaud, je crois, vous connaissez bien, a une question aussi. Oui, je vous remercie. Alors, écoutez, j'ai une question à poser à Franck et puis peut-être quelques petites remarques. Alors, bon, je ne suis pas du tout un spécialiste de santé publique, je suis un nouvel élu, donc j'imagine que la plupart des participants à ce webinaire ont beaucoup plus de connaissances que moi dans ce domaine. Mais venant de l'hôpital, lorsque j'ai pris mon poste d'adjoint, j'ai quand même été extrêmement agréablement surpris de voir effectivement, alors bon, c'est pour Saint-Étienne, c'est pour ma ville, mais de voir je veux dire, les moyens quand même qu'on avait pour pouvoir développer des politiques de santé. Et ça, j'avoue que je ne m'y attendais pas vraiment. Et je me suis surtout rendu compte qu'effectivement, mais Franck, tu l'as dit, et on le sait, vraiment, la collectivité me semble effectivement être le très bon échelon pour pouvoir mettre en place des politiques publiques donc de santé, tout simplement parce que une collectivité connaît ses quartiers, une collectivité connaît ses populations, elle connaît ses besoins. Et puis, comme on l'a dit, quand on a la chance d'en avoir, on a quand même des outils qui sont intéressants, comme le contrat local de santé, mais on pourrait parler de la médiation également en santé, on pourrait parler des ateliers santé-ville, en sachant que les ARS également, lorsqu'on met en place un contrat local de santé, peuvent nous aider à faire un diagnostic local de santé, à faire une évaluation donc, des besoins sociaux. Donc, autant d'éléments qui nous permettent d'avoir déjà un diagnostic et de pouvoir orienter donc, nos actions. Voilà, donc je pense que vraiment la collectivité, c'est le bon état. Alors ça, je l'ai découvert et je l'ai appris là, depuis quelques mois.
Alors, le problème, effectivement, et je reprendrai peut-être un petit peu ce qu'a dit Madame Justom, c'est quand même aujourd'hui le problème donc, des ARS, c'est-à-dire que toute la difficulté qu'on peut avoir tout simplement pour pouvoir financer des projets lorsqu'on a envie de mettre en place, et pourtant… je parle de cancer, lorsqu'on veut parler, si vous voulez, donc de prévention, il faut attendre d'avoir des appels à projets. Tout ça, c'est très, très compliqué et on a vraiment besoin, je pense, de simplification. Voilà, donc problème quand même avec l'ARS. Donc, est-ce que ça va changer avec ton rapport, Franck? C'est un petit peu une question. Et puis, la question que je te poserai, c'est que tu as remis ton rapport donc, au président de la République. Alors, quelle écoute a-t-il eu? On a tous en tête le rapport Borloo. Voilà. Alors, je me dis, est-ce qu'on va tenir compte de ce rapport qui est tout à fait remarquable et moi, je partage à peu près tout également. Mais voilà. Mais est-ce que ça va être un rapport de plus? Merci, Patrick. J'en sais rien. Je pense qu'on aura bientôt la réponse à ça. Je sais qu'il y a déjà des mesures qui sont dans les pipelines. Voilà, je ne vais pas trop en parler, mais par exemple, ce qui est du niveau, enfin, de l'éducation à l'école, éducation à la santé à l'école, avec ce qui a été appelé un brevet de santé publique ou un brevet de santé, ça reste à définir. Ça, a priori, c'est retenu. Les aspects structurels sont retenus. En revanche, l'aspect territorial va être le point sur lequel il faut insister. Et ma conviction, c'est que si ce n'est pas les collectivités qui mettent le paquet, ça ne va pas se faire tout seul. Parce que le système de santé publique ne voit pas d'intérêt à bouger. Ce qu'il faut voir, c'est qu'une grande partie des universitaires de santé publique ne font pas de santé publique, en fait. Font du DIM, font des traites, etc. Mais des gens comme Yves, par exemple, ça se compte sur les doigts d'une main ou des deux mains en France. Des gens qui s'occupent de santé des populations, même chose. Donc, voilà, je pense que c'est les collectivités qui devront faire bouger. Et d'ailleurs, elles bougent. Tu es bien placé pour le savoir, puisque Saint-Étienne lance un plan cancer vendredi. Il y a d'autres villes qui ont ces approches-là. Donc voilà, et je pense que ça suivra si les collectivités suivent. Voilà, je pense qu'il y a une volonté, pour répondre à ta question, il y a une volonté de faire bouger le système, il y a une prise de conscience de la fragilité de notre système qui repose énormément sur les soins. Ça, je pense que tout le monde en a pris conscience. Il y a un acteur qui est en train de changer, et je vais rebondir sur ce que disait Alexandra tout à l'heure. Il y a un acteur qui est en train de changer, c'est l'assurance maladie. Moi, j'ai eu pas mal de discussions avec eux. Bon, je ne sais pas si vous suivez un peu les affaires, mais bon, il se trouve qu'il y en a qui sont assez proches des décisions en ce moment. Et l'assurance maladie est en train de changer et veut développer une approche populationnelle. Et donc, ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire, elle veut aider les professionnels de santé et les populations à développer une approche populationnelle. En revanche, l'assurance maladie le dit, par exemple, Marguerite Cazeneuve le dit, il y a une chose qu'on ne sait pas faire, c'est le dernier kilomètre. Or, vous dites, nous, ce qu'on sait faire, c'est le dernier kilomètre. Donc, on doit pouvoir construire un système avec des gens qui ne savent pas faire jusqu'au dernier kilomètre et des gens qui savent faire le dernier kilomètre. En fait, c'est un problème d'articulation et on doit y arriver. Et c'est pour ça qu'on propose un changement de fonctionnement des ARS qui sont d'accord.
les DG d'ARS sont d'accord, Jean-Yves Val, par exemple, chez nous est d'accord, mais d'autres aussi. C'est-à-dire que les ARS au niveau régional fassent un plan régional de santé qui fasse 2 pages au lieu des 300 pages actuelles, et en revanche que les vrais plans soient faits au niveau territorial par les collectivités et les directions territoriales des ARS. Donc, c'est un changement, là aussi, de fonctionnement qu'on propose. Tout le monde a l'air à peu près d'accord, mais à mon avis, ceux qui peuvent faire bouger les choses, c'est vous. Oui, c'est nous. Mais en même temps, ça ne se fera pas s'il n'y a pas une clarification politique quand même sur la confiance respective, parce que j'entends tout ce que tu dis, Franck, mais pour l'avoir vécu vraiment de manière très opérationnelle pendant la crise de la Covid, les collectivités territoriales, elles ont été beaucoup plus utilisées, alors je pense que ça peut changer, mais comme des effecteurs de l'État pour la réalisation de cette campagne massive de vaccination, que comme des vrais partenaires dans une responsabilité qui, pour moi, on n'a pas à s'opposer, à se passer la patate chaude, mais à un moment donné, il faut qu'on ait une clarification sur si vraiment on est reconnu comme acteur de la santé publique avec un levier déterminant. Il faut que ça se traduise concrètement à la fois par les moyens financiers, certainement, mais également par un respect et une confiance mutuelle qui aujourd'hui n'est pas clair, quoi. Enfin, n'est pas effectif partout. Et je suis ravie que Saint-Étienne fasse un plan cancer, mais voilà, on ne peut pas laisser non plus des collectivités parce qu'elles ont une volonté politique faire quelque chose, et puis d'autres parce que le maire dit bah non, moi je me concentre sur mes compétences, etc. Donc voilà, il y a vraiment besoin d'une clarification politique qui, effectivement, tu as raison, elle est dans les tuyaux, mais ça fait quand même un bout de temps qu'on tourne autour. Et je pense qu'il est urgent de sortir de l'ambiguïté et de l'ambivalence, surtout après la crise de la Covid, où chacun a montré qu'on était quand même tous financés par des deniers publics, que ce soit l'État ou les collectivités, et qu'à ce titre-là, on est responsable devant les populations auxquelles qu'on doit servir. Donc, il n'y a pas de sujet Voilà, il ne devrait pas y avoir de sujet, en tout cas, d'ambiguïté, mais il faut que ce soit clair. Et je pense qu'on a franchi une étape, mais qu'elle n'est pas complètement aboutie. À mon avis, si tu permets, sur ce point, je vais prendre un exemple qui n'est pas directement dans le champ. Je me souviens de discussions à peu près de cette nature il y a une dizaine d'années avec les pharmaciens. Et les pharmaciens qui disaient « ouais, on ne nous reconnaît pas, on nous considère comme des marchands, etc. » Et puis, chaque fois qu'il y avait des discussions, ils posaient la question de la responsabilité et du financement. Et je me souviens leur avoir dit « mais si vous abordez la discussion comme ça, on n'y arrivera jamais ». Et actuellement, tout le monde est d'accord pour considérer que le pharmacien est un acteur de santé publique qui maille le territoire et que tous les systèmes doivent se reposer sur les pharmaciens et qu'on doit reconnaître d'une façon ou d'une autre leurs compétences et leurs responsabilités en santé publique. Je veux dire, eux, ils y sont arrivés. Le coup d'après, à mon avis, c'est les élus. Et il faut qu'on y arrive. Et ça suppose de ne pas poser les questions, à mon avis, en termes de pouvoir, mais en termes de contribution à un système. Et donc, voilà, avoir une vision systémique et non pas en termes de pouvoir. Parce qu'effectivement, tu le sais parfaitement, enfin, je le dis surtout pour d'autres éventuellement, si on pose la question en termes de pouvoir, on n'y arrive pas parce que l'État se sent dépossédé, l'ARS se sent agressé. En revanche, si on prend comme une contribution, ça viendra naturellement, il me semble. Et, alors, Véronique, tu voulais poser une question aussi. Véronique, je te passe la parole. Merci beaucoup, Alexandra, et merci encore une fois. Je ne vais faire que répéter que cet éclairage en 20 minutes d'un rapport, on devrait finalement proposer à chaque auteur d'un rapport important demandé par le ministère d'avoir un éclairage vidéo par son auteur, parce que ça apporte vraiment beaucoup de clarification et d'impact, en tous les cas, sur les messages importants.
La question, ou les questions d'ailleurs que je voulais vous poser, vous avez déjà répondu par rapport à cette expérience en Angleterre. Il y a eu un financement quand même des collectivités territoriales pour s'engager dans ces actions de santé publique, dans la prévention, etc. Est-ce que réellement, alors, de ne pas rendre obligatoire un certain nombre de compétences en santé, peut-être d'exclure en effet les compétences soins, mais en prévention, en promotion de la santé. Est-ce que si on considère qu'aujourd'hui, il y a un moment, il faut prioriser les choses et se dire qu'est-ce qui va vraiment être déterminant pour changer les choses. C'est comme quand on est, je pense qu'il y a peut-être aussi des éléments qui bougent en tous les cas au niveau populationnel et au niveau des élus, c'est quand on est sur le domaine de la santé environnementale. Ça nous aide parce qu'il y a quand même un vrai intérêt et tout va un peu enfin, il y a beaucoup de choses qui poussent dans ce sens-là. Et d'ailleurs, une des critiques ou de nombreuses critiques qui ont été faites sur le plan national santé environnementale 4, mais je crois que c'était notamment sur les indicateurs qui sont précisés dans le PNSE 4. Alors, je crois que le Haut Conseil de la santé publique est censé aussi donner des indicateurs beaucoup plus pertinents. Quand on voit que parmi les indicateurs, c'est le nombre de personnes qui vont aller se connecter sur un site Internet qui apporte des informations, alors peut-être qu'on peut considérer qu'on va améliorer la littératie en santé parce qu'on est allé sur un site, mais ça ne veut pas dire qu'on est allé et qu'on a compris ce qu'il y avait. Est-ce qu'il ne faut pas se donner des moyens d'évaluation sur des thèmes très prioritaires et ne pas laisser aussi... on a l'impression, enfin, sur ce qui touche la santé environnementale, on incite beaucoup les collectivités locales à avoir des initiatives. Mais est-ce que toujours ces initiatives sont-elles efficaces? Est-ce que c'est les plus pertinentes? Est-ce que les communes qui ont les mêmes problèmes d'arrivée de chenilles processionnaires en quantité très importante du fait du réchauffement climatique, est-ce qu'il faut que chacun teste des nouvelles actions? Est-ce que c'est ça qui est efficace en santé publique? Est-ce que, moi qui suis beaucoup dans l'évaluation, est-ce qu'il ne faut donc pas aussi déterminer des priorités et que sur ces priorités, il y ait un peu d'alignement en laissant quelques choix parce qu'on n'est jamais... mais on a l'impression qu'on est très à laisser un peu l'initiative, etc. Et je voulais juste vous faire un tout petit complément, mais je vois que l'heure tourne et il est déjà 13h24, donc il va falloir qu'on retrouve une autre occasion au niveau de SPT, en tous les cas, pour vous inviter à nouveau, parce que je crois que les questions sont extrêmement nombreuses. Mais quand on fait le constat sur la situation où on en est dans le cas des inégalités sociales et territoriales de santé, quand on regarde l'argent, et sans compter l'argent public, mais l'argent privé, quand vous parlez avec des fondations privées, le nombre de fondations privées qui donnent de l'argent ou qui donnent du matériel pour améliorer l'éducation chez les enfants, etc., et qu'on arrive à un constat aussi négatif en France sur la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé. Et puis la dernière, mais franchement j'abuse et j'en suis désolée, mais je ne vois pas d'autres mains se lever, le fait de regrouper en consortium toutes nos grandes administrations, j'imagine qu'il y aura aussi une volonté, il y a eu de la redondance, ou en tous les cas, il y a eu un peu de confusion aussi sur qui faisait quoi pendant la crise, qui devait produire quoi. Est-ce qu'il y a quand même, alors que c'est un consortium, tout le monde devrait rester indépendant, quand même une volonté de rationaliser ou en tous les cas d'éviter qu'il y ait des missions un peu redondantes entre ces grandes administrations? Et pensez-vous qu'un conseil scientifique qui serait mobilisable en cas de crise ne serait de toute façon pas, il n'y aurait de toute façon pas plein d'autres experts parce que tout ce qui est dans notre administration en cas de crise, on ne leur fait pas suffisamment confiance. Voilà, je suis désolée d'avoir été un peu longue, mais j'avais envie de vous entendre sur ces éléments-là. Alors, il y a effectivement beaucoup de questions, donc je ne suis pas sûr de répondre à toutes. On peut déborder un tout petit peu si vous avez du temps. Vous, 5 minutes. Si Alexandra, est-ce que tu peux, et Yves, vous pouvez 5 minutes ou pas? Oui, moi je peux. Non, je peux. Et puis on peut reprendre contact si vous le souhaitez. C'est bien sûr sans problème. Effectivement, je pense que si vous voulez dire aux gens prenez des initiatives, faites ceci, faites cela,
enfin, je ne vais pas faire de la psychologie à 0 francs 50, mais on sait ce que ça veut dire dans ces cas-là. C'est-à-dire que, en fait, si vous ne donnez pas un cadre aux gens, un cadre d'action, ce que je disais tout à l'heure, le cadre théorique ou le cadre logique de l'action, si vous ne leur donnez pas cet environnement, ben en fait, vous les incitez à faire des choses comme si c'était une forme de passe-temps. Enfin, ce n'est pas sérieux, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça quand on s'occupe de la santé d'une population. C'est pour ça que nous, ce qu'on propose, c'est cette espèce de répartition en 3 niveaux. Les axes stratégiques qui sont définis au niveau national dans une loi de programmation de santé publique. On a proposé de remplacer la stratégie nationale de santé par une loi de programmation de santé publique avec des objectifs de santé qui sont discutés par la représentation nationale, alors que, je veux dire, c'est quand même extraordinaire que l'Assemblée nationale, par exemple, discute de la loi de programmation militaire et pas de la loi de programmation de santé. Personne ne discute d'une loi de programmation de santé. Donc, au niveau national, la stratégie, au niveau régional, le pilotage opérationnel, de transformer les ARS en pilotes, mais quand vous pilotez, vous confiez la mise en œuvre à quelqu'un. Et nous, ce qu'on dit, c'est que c'est le territoire. La mise en œuvre, c'est le territoire. Et donc, il faut qu'on outille ceux qui sont chargés de la mise en œuvre, à la fois d'outils de mise en œuvre et d'outils d'évaluation. Et voilà, il faut qu'on arrête que chacun pense avoir l'idée du siècle en faisant telle chose, etc. C'est pas comme ça que ça marche, on le sait tous. Et donc, si on veut que ce soit sérieux, il faut qu'on outille le territoire. Et c'est ça l'enjeu, à mon avis, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et ça pourrait être le rôle de ces instituts régionaux de santé publique que de fédérer toute l'expertise sur une région et de permettre, comme le disait Yves, vous permettre d'accéder à de l'expertise quand vous en avez besoin. Donc ça me semble essentiel. Il faut qu'on arrête de dire on incite les gens à avoir l'idée du siècle parce que ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça marche. On n'a jamais l'idée du siècle, qui que ce soit, enfin ça n'existe pas. Alors effectivement, l'environnement est un bon exemple, à ceci près que moi je suis persuadé que la prochaine crise, elle va être environnementale. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour. De quelle nature, j'en sais rien. Il y a eu 2 alertes, il y a eu Lubrizol et l'incendie de Notre-Dame. L'incendie de Notre-Dame avec du plomb qui était de partout et Lubrizol avec cette pollution massive à un moment donné. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a vu que notre système était fragile. Notre système était fragile. Donc, je pense que même sur le PNSE, qui a fait beaucoup d'avancées, il manque l'échelon territorial. Et il faut qu'on ait des cellules territoriales pour répondre à une crise environnementale qui probablement sera territoriale plus que nationale. Alors après, vous posez une question, à mon avis, qui est majeure, et c'est pour ça qu'on l'a mis comme une des valeurs qu'on rajoute à notre système, c'est l'efficience. Les décisions doivent être prises en fonction de l'efficience. Et on doit être capable de faire une évaluation ex ante des décisions. Et moi, je me suis battu, je termine là-dessus, au sein du conseil scientifique pour qu'on fasse des évaluations ex ante, qu'on dise, voilà, on ferme les écoles, voilà ce qu'on en attend. On attend une réduction de temps du risque et on mesurera après en ex post si ex ante était juste ou pas. Et il faut qu'on arrive à rentrer dans cette démarche ex ante et ex post pour en permanence être sûr qu'on est sur de l'efficience plutôt que de faire plaisir aux uns et aux autres. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Et puis sur le conseil scientifique, dernière question, nous on propose qu'il y ait un conseil scientifique permanent qui sont en fait les présidents et directions des principales structures. C'est une structure mobilisable en 3 heures
et on peut y adjoindre, en fonction des risques, on peut y adjoindre des compétences particulières à un moment donné. Et je pense que s'il y a une crise locale, il faut qu'il y ait des acteurs locaux qui soient repérés et qu'on puisse faire rentrer dans un conseil scientifique qui répond à une crise locale. Super. Ben, merci infiniment, Franck. 31, on est dans les temps. On est dans les temps, c'est formidable, il est 32. Je partage assez le diagnostic de Véronique qui dit qu'effectivement, cette réunion était tellement riche que ça méritera probablement un atelier débriefing de ce qu'on pourrait faire alors de manière beaucoup plus opérationnelle en lien avec ton rapport sur le rôle que pourrait jouer une institution, enfin en tout cas une association comme Élus Santé publique et Territoire, parce que je rappelle qu'on est quand même un peu à part dans les associations d'élus. C'est-à-dire qu'effectivement, l'État, le ministère travaille avec des associations qui sont génériques, entre guillemets, l'association des maires de France, l'association des départements, l'association des régions, qui sont extrêmement importantes, bien sûr, dans les instances à concerter, dans les politiques publiques, ça, ce n'est pas le sujet, mais qui ne sont pas forcément autant concernés, je dirais, par les questions de santé publique, ce qui est un peu la différence de SPT. Et tu connais l'engagement de Laurent Elgozi depuis le début, qui évidemment plaidait justement pour tout ce qu'on vient de discuter pendant 1h30, les évaluations d'impact en santé à généraliser dans toutes les décisions qu'on prend dans les politiques de collectivité. Donc, je pense que ça mérite vraiment de voir un peu plus finement ce qui pourrait être, parce que je pense que c'est vraiment un nœud, là, le cadre d'organisation territoriale. Hein, on a tourné autour de ce sujet et je pense qu'il est majeur. Peut-être qu'on pourrait proposer, enfin c'est à réfléchir, hein, mais qu'on soit en tout cas participant de cette réflexion opérationnelle sur la déclinaison dans les territoires. Je suis sûre qu'il y aura pas mal d'élus qui seraient intéressés à être concertés si toutefois le nouveau gouvernement reprend en tout cas cette proposition, parce que je suis assez convaincue que même si le rapport a énormément de choses, il a fait beaucoup de propositions, je pense qu'il y a encore peut-être tu l'as dit, hein, à affiner et travailler sur la boîte à outils et le cadre d'intervention qui pourrait être proposé dans une logique vraiment où l'État garde la compétence santé, c'est pas un sujet, mais par contre, on reconnaît un échelon de mise en œuvre opérationnelle des politiques de santé publique qui est vraiment déterminant là-dessus. Donc, un grand merci. Je vois qu'Yves a levé la main. Donc, je voulais juste… Co-animateur, vas-y. Juste un petit mot de mon côté pour dire qu'il faut vraiment garder en tête ce qu'a évoqué Franck sur la question de littératie en santé publique, parce que je pense qu'il y a un rôle, et là pour Élus Santé publique et Territoire, ça peut se jouer aussi, c'est qui est-ce qui va développer plus de littératie en santé publique au niveau des collectivités territoriales. Et il y a vraiment un sujet autour de ça, on ne peut pas l'oublier parce que ça conditionne aussi la capacité à absorber des nouvelles missions, des mandats et des réflexions différentes. Donc, écoute, je pense que, Franck, on te remercie vraiment infiniment parce que je crois que tout le monde a été effectivement très, très intéressé par la présentation très, très concrète du rapport. Je pense que on l'avait pressenti avec Yves en le lisant, mais je pense que vraiment, tu as fait la démonstration ça valait le coup vraiment de rentrer dans le fond et surtout que tu nous le présentes avec tout le contexte que tu as mis. Et en tout cas, tu as compris qu'on a une offre de service à faire, en tout cas pour la suite des travaux. Et on est à ta disposition pour avancer et pour aider en tout cas à la déclinaison sur ce cadre territorial d'intervention. Merci à tous. Merci. Véronique, tu voulais donner un petit calendrier pour les prochains webinaires. Voilà, encore un très grand merci au nom de notre président, comme l'a dit Alexandra, qui est un petit peu loin de nous cette semaine. Et pour ceux qui se sont connectés, nous avons notre prochain webinaire, donc le 1er juin, sur les inégalités sociales et territoriales de santé avec Daniel Valero, Francis Brunel, qui sont en co-animation en tous les cas. Et Nicolas Leblanc. Et Nicolas Leblanc qui n'est pas là aujourd'hui, pardon. Donc, avec des aspects assez novateurs aussi sur des outils comme l'ABS, etc. Donc, je vous invite à être présents le 1er juin prochain. Merci encore en tous les cas à tous et merci beaucoup, Monsieur Chauvin. Merci beaucoup.
Au revoir. Bonne fin de journée. Et merci Alexandra Yves pour cette remarquable. Merci Alexandra et merci Yves de votre invitation. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Merci.